ce matin. Quelques mots sur ma carrière, parce qu'on ne naît pas scientifique en chef et on ne sait pas trop comment on le devient non plus. Ma carrière, la majorité de ma carrière à l'Université McGill, dans le domaine des neurosciences, donc recherche sur le cerveau, la dépression, le suicide, la schizophrénie, l'Alzheimer, tout ce qui est très réjouissant dans la vie, là. Mais j'ai eu une carrière, j'étais très chanceux, avec des étudiants d'un peu partout à travers le monde, incluant plusieurs ici en France. Certains sont restés en Amérique du Nord, d'autres sont revenus ici en France ou en Europe. Mais c'était très, très stimulant de travailler avec ces collègues-là au cours des 30 dernières années. Et en bout de piste, j'avais été nommé membre du comité scientifique pour le plan Alzheimer France. Donc, je suis encore sur le plan Alzheimer France. On a 2 réunions du comité scientifique international par année. Et ce soir, il y a une célébration là, pour certains des jeunes dans le domaine qui vont recevoir des prix. Donc, j'aimerais avoir un peu de temps avec vous là, pour des questions, pour échanger. Mais quelques éléments sur mon rôle au Québec, le rôle des fonds de recherche et en terminant, peut-être 2-3 éléments là, par rapport à l'intelligence artificielle. Je suis très content aussi d'avoir ma collègue Caroline Mailloux qui est ici, qui est au bureau du Québec à Paris depuis plusieurs années, ce qui fait qu'elle est presque française, là, presque parisienne maintenant. Donc, scientifique en chef du Québec, un poste créé il y a maintenant près de 7 ans par le gouvernement du Québec. Et j'en suis le premier titulaire. Mon mandat est de conseiller présentement la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation en matière de développement de la recherche et de l'innovation au Québec. Donc vraiment, moi, je me rapporte du côté des élus, pas du côté des fonctionnaires, du côté des élus, et ma ministre, Dominique Anglade, est présentement aussi vice-première ministre du Québec. Le lien est plus étroit avec ce ministère-là, mais de plus en plus, j'ai des partenariats avec tous les ministères du gouvernement du Québec et beaucoup d'interactions avec le bureau du premier ministre actuel, M. Philippe Couillard, que certains d'entre vous connaissez peut-être. Et je connais M. Couillard depuis longtemps. Philippe Couillard est neurochirurgien de formation et on était à la même université. Moi, neurosciences, lui, neurochirurgien. Donc, on a eu l'opportunité de travailler ensemble bien avant qu'il aille en politique. Donc, certain que lorsqu'on arrive en termes de discussion de recherche et innovation avec le gouvernement actuel, d'avoir un premier ministre neurochirurgien, des fois, ça peut aider. Un autre de mes mandats importants est les partenariats de recherche internationaux. C'est une des raisons pour être ici cette semaine. Plus tôt cette semaine, j'étais en Italie, à Rome, pour explorer des partenariats à l'international avec eux. Donc, on dit souvent que le Québec est petit. On est environ, en géographie, on est grand, mais en population relativement petit. C'est environ 8 millions d'habitants. Donc, c'est un peu la banlieue de New York ou de Shanghai. Donc, si on veut augmenter l'impact de ce qu'on fait, on aime le faire en réseau, collaborant avec des collègues, bien sûr, aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe. Un autre de nos défis, c'est de développer ce qu'on appelle, dans notre jargon québécois, la recherche intersectorielle. Parce que depuis les universités, on est organisé très souvent en facultés disciplinaires et en départements. Donc, biochimie, par exemple, chimie et autres. Mais de plus en plus pour nos grands défis de société qui sont à peu près les mêmes un peu partout à travers le monde, là, comme par exemple les changements démographiques, le vieillissement des populations. Le Québec, en termes de moyenne d'âge de notre population, est le 2e au monde. Le pays le plus âgé en moyenne d'âge est le Japon. Et nous, on est tout juste après. Les autres provinces canadiennes sont un peu plus jeunes. Donc, ça pose des défis. C'est pas seulement négatif, il va y avoir beaucoup de positifs là-dedans, mais voir comment, finalement, on peut développer une nouvelle façon, entre guillemets, de vieillir en santé. Donc, et ça, c'est pas seulement de la médecine, c'est pas seulement le médical, il y a énormément du côté des arts, du côté de la culture, du côté des nouvelles technologies qui permettent de rester à la maison plus longtemps. Tout ce qui est changement climatique et développement durable, la même chose. Oui, on a besoin d'experts en océanographie, en géographie et autres, mais aussi de plus en plus en santé et dans les domaines des sciences sociales et des sciences humaines, parce que les changements climatiques ont des impacts partout dans notre société.
Aussi, un point très important pour nous, la relève, promouvoir les carrières en recherche pour nos jeunes, les jeunes québécois ou les étrangers qui viennent faire des études au Québec dans notre réseau universitaire. Donc, aider les jeunes en termes de carrière en recherche et en sciences. Aussi, avec le grand public, promouvoir la culture scientifique. Donc, travailler avec la société civile pour expliquer un peu plus le processus, la méthode scientifique, pas nécessairement un résultat pointu, mais vraiment plus le processus, et c'est de plus en plus important aujourd'hui. On est dans un monde de faits alternatifs et de fausses nouvelles, et ce qui fait que ça complique un peu la donne de ce côté-là, mais ça, c'est très important pour nous de travailler avec la société civile. On a différentes façons de faire. Bonjour, bon matin, ça va? Et aussi, ce qui est un peu particulier au modèle québécois, je préside les conseils d'administration, j'agis comme le PDG des fonds de recherche du Québec, les 3 fonds de recherche du Québec, un fonds dans le domaine de la santé, un fonds dans le domaine du génie des sciences pures et l'autre dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines, des arts et de la culture. Donc, c'est un mandat assez vaste, mais je suis quand même je bénéficie énormément des membres des 3 conseils d'administration. C'est environ 15 membres par conseil, donc environ 45 experts dans différentes disciplines. Et lorsque je reçois des demandes de ma ministre ou de collègues, ça permet de répondre rapidement à leurs demandes. Après 6 ans, un peu plus de 6 ans, à titre de scientifique en chef, ce que j'ai appris, et probablement que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Au cours des 6 années, on a eu 3 gouvernements différents. J'ai eu 6 ministres différents. On a été dans différents ministères aussi. Donc, la clé, établir un lien de confiance avec les élus, avec les hauts fonctionnaires. Très, très important. Donc, ce n'est pas une question d'écrire des rapports de 50, 60, 75 pages, mais vraiment très rapidement être capable d'avoir des allers-retours avec les patrons. Donc, souvent, c'est beaucoup plus en bout de piste un téléphone qui vient de l'exécutif, qui vient d'un ministère pour dire on aura besoin d'informations sur tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est certain qu'il faut répondre relativement rapidement, mais le lien de confiance très important. Aussi, je suis, et ça c'est important de me le rappeler à moi-même, je suis un conseiller au gouvernement du Québec, donc le politique prend les décisions. Nous, on donne des données. On a des données probantes sur la base de la recherche, sur la base de la science, sur le processus qu'on a suivi pour obtenir ces données probantes-là. Et moi, je fais des recommandations et par la suite, c'est le politique qui décide. Des fois, ça fonctionne bien, des fois moins bien. L'environnement du décideur, très important aussi. Bien sûr, la science est un des aspects, mais bien sûr, vous devez considérer aussi plusieurs autres, qui est la réalité du monde politique. Aussi pour nous, pour moi, en recherche académique, pendant plusieurs années, c'est de comprendre un peu plus le processus de la décision politique. Très souvent, en milieu académique, on écrit de longs rapports, on écrit des articles scientifiques, on a des demandes de subventions, on a des allers-retours sur des mois. C'est quand même très, très, très long. Et très souvent, lorsque, par exemple, ma patronne m'appelle, elle veut pas être capable de prendre une décision dans les prochaines heures. Donc, le temps de réaction est très, très, très différent. C'est certain qu'on ne peut pas agir en vase clos, donc il faut avoir un réseau d'appui au niveau du gouvernement, et ça se passe assez bien, je dois dire. Expliquer un peu davantage aussi pourquoi on suggère on propose telle solution plutôt que telle autre. Ça, c'est très important aussi de ne pas laisser les faits parler d'eux-mêmes, mais de bien expliquer. Bien communiquer le message aussi très important. Pour moi, au niveau du gouvernement, la crédibilité scientifique est très importante, mais aussi avec la communauté des chercheurs au Québec. Tout à fait essentiel de garder une crédibilité très forte dans tous les secteurs, pas seulement dans mon secteur des neurosciences, mais de garder ça pour avoir l'appui de la communauté des chercheurs très important. Et faire preuve de résilience. J'ai mentionné qu'on a changé de patron assez souvent et de gouvernement assez souvent, mais on a survécu. Mon poste n'est pas un poste associé au gouvernement du jour, c'est un poste dans la durée, contrairement, par exemple, au poste d'aviseur scientifique ou de conseiller scientifique du gouvernement américain, qui est associé au président, et présentement, il n'y en a pas du tout.
Très souvent, lorsqu'on discute avec les collègues, surtout au ministère des Finances, ils veulent des chiffres. C'est probablement un peu la même chose ici. Ça donne quoi d'investir en recherche et innovation? Donc, oui, avoir des chiffres est très important. Et en collaboration avec une firme au Québec, KPMG, on a fait une étude pour évaluer les retombées économiques d'investissement en recherche académique au Québec. Et finalement, c'est équivalent en termes de nombre d'emplois à tout le secteur des sciences de la vie, privé et public, et tout le secteur de l'aérospatial. Donc, vraiment, il y a un retour sur l'investissement très important, en plus de fournir des gens de très haut niveau, des jeunes de très haut niveau, pour s'assurer d'une société du savoir, la société du savoir de demain. Donc, des indicateurs quantitatifs, il y en a plusieurs. Pour nous, au Québec, un des indicateurs qu'on utilise très souvent est le pourcentage du PIB consacré à la recherche et l'innovation. Au Québec, on est environ à 2,6 % présentement. On visait depuis plusieurs années le 3 %. On a baissé un peu depuis quelques années, mais ça demeure au Canada. Le Québec est le premier en termes d'investissement en recherche et innovation. La moyenne au Canada, présentement, est à 1,9 %. Bien sûr, il y a plusieurs autres types d'activités de recherche qu'on peut quantifier facilement, comme les brevets, les publications, etc., etc. Pour nous aussi, au Québec, le modèle qu'on a développé, c'est d'avoir des programmes au Québec qui sont complémentaires, qui ne dédoublent pas, mais sont complémentaires aux programmes fédéraux. Et très souvent, pour le ministre des Finances, pour le sous-ministre des Finances, si on peut aller chercher un peu plus de sous au niveau du gouvernement canadien, au gouvernement fédéral, ça permet de dire, OK, moi, si j'investis un dollar au Québec, puis vous allez en chercher 5 au fédéral, c'est un bon investissement pour nous en recherche et innovation. Mais de plus en plus, ce n'est pas suffisant. Et peut-être, j'aimerais voir avec vous, peut-être vous avez un peu le même phénomène ici. Oui, on a besoin de données quantitatives, mais aussi des histoires. C'est pour ça que j'ai écrit le chercheur comme conteur, d'être capable de dire, par exemple, un député me demande, dans mon comté, moi, ça me donne quoi? Investir en recherche et innovation. Et on peut parler de la qualité de l'eau d'une rivière, on peut parler de la santé, certains éléments de santé, l'exploration minière, l'environnement, bien sûr. Donc, d'avoir aussi des exemples très pratico-pratiques, très probants d'impact d'investissement en recherche sur tout le territoire québécois. Et ma ministre me demande de plus en plus, oui, les chiffres, c'est beau, on doit les avoir, mais en plus, des histoires d'impact, surtout qu'on commence une année, on est en année préélectorale présentement, donc je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de ce genre d'histoire-là. On essaie aussi de travailler avec les élus de tous les partis au gouvernement du Québec, et vous en avez probablement ici aussi, là, des petits déjeuners ou des 5 à 7 à l'Assemblée nationale. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 chercheurs qui doivent nous présenter leurs recherches en 4 ou 5 minutes. On a fait, par exemple, récemment sur le Nord, la recherche dans le Grand Nord québécois, et vraiment avoir de la recherche, oui, là, très pointue du côté peut-être géologie, mais aussi en même temps impact sur la société. Et le résumé de façon très succincte, et pour plusieurs chercheurs, même des très, très, très bons conférenciers, c'est beaucoup plus compliqué là, que de donner une conférence de 50 minutes à des collègues. Donc, et en général, ça fonctionne de mieux en mieux. Là, on commence à avoir de plus en plus de députés de tous les partis qui viennent à nos petits déjeuners. Le dernier était sur des exemples d'impact dans différents comtés à travers le Québec. Là, donc, vraiment des histoires. Aussi sur les sites web, etc., etc. Des rencontres avec le milieu politique, très souvent. Je participe dans mon mandat à l'international, je participe de plus en plus à plusieurs missions du premier ministre du Québec ou de certains ministres, ma ministre et d'autres ministres, comme la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Et finalement, le grand public, j'ai déjà mentionné un petit peu, c'est de travailler avec nos médias, avec les journalistes au Québec, mais de plus en plus avec les médias sociaux. Et on a un projet, par exemple, qui s'appelle le détecteur de rumeurs, avec l'agence Science Presse, à tous les semaines. On a 2 détecteurs de rumeurs. Par exemple, on peut avoir dans le New York Times que cette semaine, on a trouvé une nouvelle molécule pour guérir le cancer du sein. Et ça arrive relativement souvent. Et moi, comme chercheur en maladie d'Alzheimer, je guérissais l'Alzheimer à tous les années. Là.
Et c'est certain qu'on essaie des fois, l'histoire est vendue un peu trop rapidement dans les médias. Et là, d'avoir le détecteur de rumeurs, ça peut dire, faites attention, il faut considérer un peu plus tout le processus, ce qu'on sait moins. Ça, je pense que c'est... Et le grand public, à tout le moins au Canada, est très friand. Ça fonctionne vraiment, vraiment très, très, très bien. C'est fait en collaboration des Fonds de recherche du Québec, l'Agence Science Presse et tout le réseau universitaire québécois. Donc, j'ai déjà parlé d'histoire, je ne prendrai pas plus de temps. Deux exemples où finalement, les données probantes dans un cas ont bien fonctionné, dans l'autre moins bien. Ici, c'est en pêche, on l'appelle le tourisme, la pêche hivernale au Québec. Et finalement, il y avait des études de chercheurs dans le domaine qui nous disaient en termes de ne pas interdire l'utilisation de poissons à pas vivants. Parce que très souvent, ces petits poissons à pas vivants-là, c'était des carpes asiatiques là, qui sont vraiment très, très, très envahissantes. Finalement, on a fait une proposition au ministère de la Forêt en disant il faudrait peut-être considérer interdire l'utilisation de ce type d'appât-là parce que sinon, on va faciliter la prolifération des carpes roseaux à travers le Québec. Et ils sont très, très envahissantes aux États-Unis. Dans le Mississippi, par exemple, c'est un problème majeur. Et ça a été suivi par le gouvernement du Québec, même si, bien sûr, il y avait un impact sur le tourisme, sur la pêche sportive. Un autre cas où là, ça a moins bien fonctionné, il faudrait protéger les caribous dans le nord du Québec par rapport à l'exploration forestière. Et on avait suggéré d'utiliser d'autres façons de faire, pas les chemins qui étaient prévus par la compagnie qui voulait faire l'exploitation des forêts dans le Grand Nord. Et finalement, la proposition a été rejetée pour des raisons économiques. Mais donc, ça arrive, on en gagne certains et d'autres moins. Donc oui, les données scientifiques, c'est important, mais on sait bien que vous, dans votre rôle comme élu, vous avez aussi à considérer d'autres éléments en plus des données probantes. Mais d'avoir des données probantes, je pense que c'est toujours aidant pour la prise de décision, quelle qu'elle soit. Donc, après 6 ans, en résumé, un rôle de scientifique en chef, c'est un rôle de conseiller, mais on pense que c'est un rôle important. Confiance avec les élus, avec les hauts fonctionnaires, très, très, très important, aussi avec la société civile. Les données probantes, les évidences scientifiques sont d'une grande importance, mais, comme j'ai mentionné, il y a d'autres aspects à considérer dans la prise de décision politique. Des histoires à succès sont également très, très, très importantes et ça prend de la résilience. Il faut avoir, je dirais, en québécois, là, pas nécessairement du plaisir, mais il faut avoir du fun à faire ce qu'on fait. Il faut vraiment... Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'à chaque jour, j'apprends des choses nouvelles. Du côté neurosciences, c'était plus facile, mais maintenant, lorsqu'on arrive avec la radicalisation, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans une société face à la radicalisation? Les drones. L'utilisation de drones, c'est super en termes d'agriculture de précision, en termes de sécurité des élus. Avant, on avait des gardes du corps très, très imposants, mais maintenant, si un petit drone vient d'en haut, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité? Fait que ça aussi, c'est tous des éléments qu'on n'avait pas avant, qu'on doit considérer. Je pense que je vais passer très rapidement ici. Donc, je dirige aussi les 3 fonds de recherche du Québec. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on finance l'excellence de la relève. Donc, les jeunes chercheurs dans différents secteurs et aussi 3 grands domaines prioritaires, le vieillissement, le climat et la créativité, l'esprit d'entrepreneuriat. Encourager nos jeunes à penser entrepreneuriat, à la création de leurs propres entreprises. On vient de lancer un programme qu'on appelle le programme Audace, où là, vraiment, on a demandé à nos chercheurs de nous faire des propositions audacieuses qui impliquaient des expertises d'au moins 2-3 disciplines à mettre ensemble pour essayer d'avoir de nouvelles solutions à nos grands défis de société. Et l'exemple que j'utilise souvent ici, l'exemple, c'est plus américain, l'exemple du baseball. On ne veut pas nécessairement toujours aller du premier au deuxième but, mais on voudrait avoir un coup de circuit une fois de temps à autre. Et maintenant, les taux de succès en sciences dans les programmes, et c'est la même chose ici en France, sont tellement faibles qu'on prend de moins en moins de risques. Donc, je pense qu'il faut essayer de réveiller cette audace-là. On est en planification stratégique pour nos 3 fonds de recherche. On a consulté les partenaires habituels, les différents ministères. On a consulté, bien sûr, les recteurs d'université, les présidents d'université, les chercheurs, les étudiants-chercheurs. Puis ce qu'on a ajouté cette année, c'est une consultation de la société civile. Consulter le grand public,
en leur posant des questions. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'études en recherche sur le vieillissement, sur le climat et autres? Et on a eu des propositions tout à fait exceptionnelles de régions du Québec où il n'y a même pas d'université. Donc, de plus en plus, d'aller chercher des suggestions, d'avoir la participation du grand public là-dedans, je pense que c'est très important. Je vais passer ici. Et 2 mots, étant donné que vous allez parler d'intelligence artificielle par la suite, avec Cédric. Donc, c'est certain que nous, depuis 2-3 ans maintenant, avec au choix Benjo à Montréal, tout ce qui est apprentissage profond, deep learning, au choix attirer l'attention de beaucoup d'investisseurs privés. Donc, à Montréal, les grandes compagnies dans ce secteur, les Google de ce monde, Amazon et autres, Facebook sont tous présents à Montréal maintenant. Au choix, en plus, a créé quelques compagnies. Mila et Element AI est associé avec ces créations-là. Donc, ça se développe énormément rapidement chez nous. Ça draine beaucoup de ressources. Le gouvernement fédéral investit de façon importante dans le domaine. Le gouvernement du Québec aussi. Et là, on manque de personnel présentement. Donc, les compagnies, par exemple, comme Element AI, recrutent 10 nouveaux employés par semaine de niveau PhD. La très grande majorité ne viennent pas du Canada. C'est des jeunes d'un partout à travers le monde. Mais c'est très stimulant, mais en même temps, ça pose des questions par rapport, ici on résume un peu certains des investissements, mais le dernier point en termes de défi, recruter les meilleurs cerveaux et talents et les garder aussi, c'est le défi, parce que la compétition avec la région, par exemple, de San Francisco, Silicon Valley, ou aussi avec Seattle, avec Boston, c'est énorme. Donc, il faut trouver des façons de s'assurer qu'on va les garder à terme, à long terme. S'assurer de la viabilité du secteur universitaire, parce que les jeunes reçoivent des offres tellement fortes du privé, du secteur privé, qu'ils sont tentés d'aller dans le privé très rapidement, même sans terminer leur diplôme, et avoir des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc, il faut voir comment on s'ajuste à cette réalité-là. Et bien sûr, tout ce qui est très important, les impacts de l'intelligence artificielle et du numérique sur notre société. Ça va changer énormément nos façons de faire, que ce soit en droit, en sécurité publique, en santé même. Est-ce qu'on va avoir besoin de radiologistes dans le futur? Bon, il va y avoir énormément de modifications en termes de société. Donc, il faut préparer la future génération de travailleurs à la réalité de l'intelligence artificielle. Donc, ça termine et merci encore une fois. Ouvert pour les questions. N'inversons pas les rôles, cher Rémi Quirion, c'est nous qui vous remercions de votre présence, de votre communication et de cette présentation. Je suis persuadé que chacun de nos collègues a des questions. Pour ouvrir le débat, je voudrais bien comprendre, au fond, qui vous nomme et pour quelle durée? Oui. C'est une nomination du gouvernement du Québec et c'est un mandat de 5 ans. C'est des mandats de 5 ans renouvelables. Moi, je suis au début de mon 2e mandat. Et vous avez sur place à Montréal une équipe? Oui, moi, étant donné le modèle québécois qui est, où j'assume un rôle de conseiller en recherche et innovation, mais aussi la direction des fonds de recherche. Les fonds de recherche existaient déjà avant, là. Donc, il y avait des équipes, un peu comme au CNRS ou l'ANR, pour l'évaluation des programmes et tout ça. Donc, j'ai une équipe à Montréal et une équipe à Québec. Environ 50-60 personnes à Montréal et la même chose à Québec. Merci, Monsieur le Président et cher Gérard. Merci beaucoup, cher Rémi, pour cette belle présentation. J'ai eu un avant-goût avec la discussion que nous avons eue hier en tête-à-tête. Et je dois dire que je suis assez admiratif de beaucoup d'éléments dans cette présentation. D'abord, le fait qu'un scientifique avec une carrière du plus haut niveau, comme la tienne, accepte de consacrer tant de temps à des questions qui sont à l'interface entre science et politique, avec, on sait bien, les implications que ça a sur la vie de recherche, la vie scientifique, mais avec, comme tu le disais bien, la satisfaction de pouvoir apprendre beaucoup de choses, être en contact permanent avec l'interface science-société et avoir un réel impact. Ma deuxième remarque, on sait que le contact entre science et politique n'est jamais simple.
prend des formes très variées d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, et que là, vous avez un modèle dans lequel il y a une confiance remarquable, avec une nomination pour une longue durée, 5 ans renouvelables, donc un maximum de 10 ans qui est possible, et on est vraiment dans de la très longue durée, avec un impact et une action directe sur une possibilité de contrôle et d'influence sur les fonds, sur les politiques qui est réellement importante. On n'a pas du tout un équivalent comme cela en France, et si je puis dire aussi, c'est un constat un peu cruel quand on regarde nos institutions de contact entre science et politique, que leur niveau d'influence n'est pas du tout à la hauteur. Ici, comme on le sait, nous avons l'ambition que cet office parlementaire scientifique avec une histoire prestigieuse, avec des productions de belle qualité, gagne en possibilité d'influence. Mais quand on regarde les autres organismes qui sont censés assurer cette interface, le bilan n'est pas brillant. En particulier, nous avons un conseil stratégique de la recherche qui, en théorie, est placé sous l'autorité directe du Premier ministre français et qui, je pense, n'a pas été réuni depuis 2 ans et qui, de fait, n'a plus aucun rôle, à tel point que notre confrère Patrick Hetzel, que nous avions proposé à nomination dans ce conseil, a décliné cette offre en considérant qu'il n'allait pas cautionner une structure qui ne fonctionne pas. Et nous avons, je dis les choses sans phare, même si nous avons un invité, parce que nous sommes entre collègues et on sait bien l'un et l'autre que c'est une bataille permanente, l'articulation science et politique, et qu'on fait ça pour le bien commun. Il y a des questions qui, ça fait un moment que se pose en France la question de savoir s'il serait intéressant d'avoir un conseiller en chef sur le modèle du Chief Science Advisor, comme on l'appelle dans le monde anglo-saxon. Le plus célèbre au plan international de ces Chief Science Advisors, sans conteste, était le conseiller du président des États-Unis, jusqu'à récemment, puisque c'est un poste qui, après avoir été très important pendant une quarantaine d'années, a été juste pas renouvelé par le président Trump dans le cadre d'une révolution administrative, disons, qui a laissé sceptiques les scientifiques du monde entier. Et c'est pas prévu dans notre constitution et dans nos règles que le système français puisse se doter d'un tel organe, mais on voit à l'international que ça ne fonctionne pas mal quand on arrive à le faire, et que un chef de gouvernement a besoin souvent, pour être éclairé dans son action, d'une présence permanente de conseils ici et là, de réactivité au quotidien, plus que d'un conseil scientifique consultable à des intervalles qui sont assez longs. Et il y a une articulation ici entre le temps court du politique et le temps long du scientifique, le fait d'avoir une personne qui, avec une légitimité scientifique et qui a de la disponibilité pour le monde politique et est prêt à réagir rapidement, est un avantage. On a eu à ce sujet, j'ai eu de nombreuses discussions avec quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux, Sir Peter Gman, qui joue ce rôle de Chief Science Advisor auprès du gouvernement néo-zélandais et qui est reconnu un peu comme l'autorité internationale en matière de quelles sont les constructions d'interface entre science et politique. Et au moment où j'avais rédigé le document de prospective il y a quelques mois sur les possibles évolutions de l'OPEX, j'avais pris en compte son avis. Donc la présence de notre collègue Rémi Quirion aujourd'hui et les bonnes nouvelles qu'il nous montre doivent nous inciter à réfléchir à la façon dont nous pouvons faire évoluer nos institutions. Et la dernière remarque, ça va être pour exprimer mon admiration devant l'évolution récente du Canada et du Québec en particulier sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui fera la transition avec ma présentation tout à l'heure. Oui, en quelques années, le Canada, le Québec en particulier, s'est placé sur la carte internationale des endroits les plus chauds de l'intelligence artificielle, a réussi à mettre sur la table des centaines et des centaines de millions de dollars avec combien
combinaison d'investissement privé et d'investissement public et attire de façon importante. Et ça s'est fait par une combinaison de talents, organisation, articulation entre monde scientifique et monde de l'entreprise, et aussi par l'image. Et on l'a bien vu dans ta présentation, à quel point tu considères comme importantes les questions de communication, les questions de mise en récit, les questions d'image. Quand on a mené nos auditions sur l'intelligence artificielle et qu'on a rencontré des collègues québécois, comme notre collègue Denis Terrien, qui fait partie de cette aventure autour de Joshua Benjo et de Deep Learning, comme on dit, ça nous a frappé de voir comme l'image qui était mise sur la table avait été importante pour attirer des fonds. Et l'image, c'était celle d'un écosystème scientifique autour de l'intelligence artificielle qui serait à la fois très libre, plein d'énergie, sans peur, sans contrainte, mais qui en même temps était là pour servir le bien public, qui ne voulait pas se placer en opposition avec les universités, mais en coopération, pour caricaturer, disons, qui voulait se montrer aussi libre que les États-Unis d'Amérique, mais aussi éthique et soucieux du bien public que l'Europe. Et ça a fait un réel carton, et c'est quelque chose qui doit nous inspirer aussi. Merci. Est-ce que je voulais réagir, cher Rémi Quirion? Quelques commentaires. Tout d'abord, merci beaucoup pour les commentaires. Je connais très bien Peter Glockman, le scientifique en chef de Nouvelle-Zélande, et ensemble, avec quelques collègues, parce qu'on est encore une petite communauté à l'international, on a créé un réseau international dans le secteur International Network of Global Science Advisors. Et on se réunit une fois de temps à autre. La dernière fois, c'était à Bruxelles, il y a 2 ans. La prochaine fois, c'est à Tokyo. Et je suis encore le seul francophone qui fait partie de l'organisation. Donc, on essaie de voir là, comment augmenter la présence en milieu francophone, que ce soit en Europe, mais aussi en Afrique. Donc, on a organisé, par exemple, première école d'été dans le domaine à Dakar il y a quelques mois. Et là, il y a des demandes pour le Maghreb, pour Burkina Faso et plusieurs autres régions en Afrique. Donc ça, je pense qu'on peut travailler ensemble et apprendre un de l'autre parce que c'est relativement nouveau, sauf en Angleterre, mais c'est relativement nouveau comme modèle. Donc, je pense qu'on peut apprendre beaucoup un de l'autre. Chez nous, au Canada et au Québec, finalement, après la décision du gouvernement du Québec, il y a quelques années, de créer le poste que j'occupe, récemment, le gouvernement Trudeau a créé un poste d'aviseur scientifique, de conseiller scientifique aussi, et ils l'ont annoncé il y a environ 2 mois. Une chercheuse de grande renommée qui est maintenant en charge, Mme Mona Nemer. Et l'Ontario, la province de l'Ontario, vient aussi d'imiter le Québec, là, et a créé il y a 2 semaines un poste de scientifique en chef là-bas. Donc maintenant, on a un genre de triumvirat, là, et ça nous a appelé les 3 mousquetaires. Et là aussi, on va apprendre. Hein. il nous manque le d'Artagnan. mais je pense que ça va aussi aider un peu au niveau du Canada, d'apprendre un de l'autre. Les rôles ne sont pas exactement les mêmes au niveau fédéral et dans les provinces, mais quand même, je pense que c'est très important. Et je dois dire que travaillé d'arrache-pied au cours des dernières années, mais le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, a décidé d'investir sur une période de 5 ans, de réinvestir de façon assez importante dans les fonds de recherche du Québec, une augmentation de 20% par année. Là. On ne voit pas ça beaucoup à travers le monde présentement, et ce n'est pas juste à cause de moi, mais quand même, je pense que j'ai eu un petit rôle là-dedans. Là. Donc là aussi, d'avoir peut-être d'être un peu plus coordonné. Et une des raisons qui avait amené le gouvernement il y a quelques années à créer le poste, c'est de dire, bon, on peut avoir une personne plutôt que d'avoir en contacter une douzaine pour avoir la même information, d'avoir seulement une. Et en termes aussi de lobby, peut-être qu'il y en a moins qui vont voir le ministre pour dire, ben, la santé est beaucoup plus importante que les mathématiques, par exemple. Fait que, je pense que ça aussi, c'est ça. Fait que finalement, de travailler plus à l'interface entre le politique et la science, je pense que ça a aidé certainement au niveau du Québec. C'est sûr qu'on reste une petite communauté, on se connaît bien, mais c'est quand même important. Merci. Madame Dominique Gillot souhaitait vous interpeller. Très, très rapidement, moi j'ai été très intéressée aussi par votre exposé et
la confiance, l'autorité que vous représentez dans une organisation politique où effectivement l'interface entre la science et la société est vraiment vécue comme un élément essentiel. Alors c'est vrai qu'en France, on n'en est pas encore là. Et moi, j'étais rapporteur pour avis du budget de la recherche pendant plusieurs années. Et chaque année, dans mon rapport, je faisais état de mon constat sur l'insuffisance de présence du Conseil national stratégique de la recherche, qui se réunissait de manière institutionnelle, où chacun parle de là où il est, avec, me semble-t-il, une certaine difficulté à travailler ensemble pour l'intérêt commun, hein, chacun défendant sa filière, son domaine, voilà. Et le politique n'intervenant, ne venant qu'à la fin, enfin le politique qui n'était pas le Premier ministre, hein, parce que j'ai siégé plusieurs fois, j'ai été appelé plusieurs fois à ce conseil, c'était pas le Premier ministre qui présidait, c'était un chargé de mission, je me souviens plus de son nom, le précédent président du Conseil national. Enfin, peu importe, c'était un scientifique qui avait été nommé là en remplacement de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, l'autorité politique ne venait qu'à l'ouverture et à la clôture. N'entendait pas les débats, ne participait pas aux débats. Et moi, ça me paraissait une organisation... Non, c'est pas ça, je te dirai après, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la personne qui compte, c'est la fonction qu'on lui conférait. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques qui étaient admiratifs du rôle que jouait le conseiller scientifique auprès d'Obama, par exemple, et qui le revendiquaient. Mais en même temps, je constatais qu'il y a quand même une certaine réticence de la part des scientifiques en France à s'engager politiquement. Et vraiment, la démarche de Cédric Villani à devenir député, moi, au début, j'étais un peu dubitative, je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire ça, voilà, hein, parce qu'un scientifique reste scientifique avec son indépendance, pas de prise de risque, pas de voilà. Et donc je pense que vraiment si on veut s'inspirer de votre expérience, et je pense que c'est de bonnes pratiques, il faut qu'on ait ce changement de mentalité où le rapprochement entre un scientifique, les scientifiques et la société et la politique ne sont pas suspectes. Ça doit se faire dans la transparence, ça doit se faire avec des arguments qui sont vérifiables de manière citoyenne, mais ça n'est pas condamnable. Or, très souvent, en France, on reproche à des scientifiques de travailler avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Or, comment contrôler ou obtenir la fabrication de médicaments utiles à l'épanouissement d'une recherche scientifique s'il n'y a pas ce contact avec l'industrie pharmaceutique, pour autant qu'elle soit dans le domaine, dans la transparence et dans le contrôle parfait. Donc, moi, je pense qu'il faut que vraiment qu'on prenne en modèle, hein, et qu'on étudie bien la manière dont vous agissez pour lutter contre cette idée reçue qu'un scientifique devrait être indépendant à tout craint et ne pas conseiller le politique, ou alors s'il devient conseiller politique, il est suspect. Donc là, il y a quelque chose à faire. Ça doit se faire dans la transparence, avec la définition d'une éthique, et on réussirait, me semble-t-il, à être beaucoup plus efficace et à interférer aussi sur la meilleure connaissance de la population, sur le développement de cette culture commune de confiance dans la science et dans le progrès technologique. Oui. Merci, merci encore une fois. Et je ne veux pas vous laisser non plus sur l'impression que tout est parfait au Québec là, et que tout va bien. On a des défis chez nous aussi. Et certains collègues aussi, chercheurs, scientifiques, disent non, c'est pas mon rôle, j'ai pas besoin de faire ça. On avait un atelier sur le sujet de la communication scientifique il y a 2 semaines au Palais des Congrès de Montréal. Et certains ont dit oui, mais et on va essayer de. Moi, je veux vraiment qu'on reconnaisse davantage dans nos programmes aussi les chercheurs qui participent à tout ça. Oui, une publication scientifique, mais dans plusieurs cas aussi participer à des débats publics, c'est important. Et mon dernier point à cet égard était bien, le salaire du chercheur, il vient aussi du public. Là, donc, on a un certain retour à faire dans ce sens-là. Alors, il y a 2 demandes de questions.
Oui, j'avais deux questions à vous poser. Alors la première, vous y avez en partie répondu, c'était la place de la recherche fondamentale, et les dernières slides le montraient bien. Deuxième question, quel rôle jouez-vous en termes de, comment dirais-je, expertise des expertises? Alors on va prendre un exemple concret qui fait rage actuellement en France et en Europe, c'est le cas du glyphosate. On assiste à un débat qui est à la fois scientifique, avec des expertises contradictoires, celle du CIRC et celle de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui aboutissent à des conclusions sensiblement différentes. Il est vrai en partant de méthodologies scientifiques qui sont de nature différente. Donc il y a cet aspect scientifique, il y a l'aspect économique, bien évidemment, avec derrière des modèles d'agriculture complètement différents selon les choix qui pourraient être faits. Et puis il y a aussi un aspect purement politique. On voit qu'en Allemagne, le débat a largement contribué à l'éclatement probable de la coalition. Est-ce que vous jouez un rôle dans le conseil que vous pouvez apporter, en partant bien évidemment de l'aspect scientifique qui est le point de départ, pour déboucher éventuellement sur des préconisations en faveur d'une expertise ou d'une autre? C'est pour ça que je parlais d'expertise des expertises. Bon, très bonne question et toujours difficile. Si je débute avec la recherche fondamentale, je n'ai pas insisté nécessairement beaucoup sur ce secteur-là, mais pour nous, au Fonds de recherche du Québec, c'est environ 80% de nos budgets qui vont à la recherche fondamentale. Donc, la recherche non dirigée, que le meilleur gagne. C'est pas moi qui décide, là. C'est les comités de pairs. Et j'étais sur un comité du gouvernement fédéral. Et on a produit un rapport il y a environ 6 mois, le rapport Naylor. Et là, vraiment aussi, c'était pour ça, parce que le Canada avait investissait de plus en plus le fédéral dans la recherche dirigée. On s'est le temps de ramener un peu l'équilibre de ce côté-là. Et on espère que le gouvernement Trudeau, dans le prochain budget, va annoncer de nouveaux investissements en recherche fondamentale. Lorsqu'on arrive sur des sujets chauds, controversés, moi je donne des avis. Dans certains cas, le gouvernement les rend publics, dans d'autres cas, non. Quand c'est des sujets un peu chauds comme ça, certains comme moi, en général, c'est basé sur les données probantes. Vraiment, on dit, bon, on devrait, d'après la science, aujourd'hui, va dans ce sens-là, c'est là qu'on devrait aller, et par la suite, le politique rend mes avis ou nos avis publics ou non. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux que l'on a au Québec et au Canada, dans différents secteurs, en demandant qu'est-ce que vous pensez de la Société royale du Canada, par exemple, et autres, là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pour le domaine, pour tout ce qui est des pesticides, on a une fondation au Canada qui s'appelle la Fondation David Suzuki, qui est un environnement assez pur, je dirais, et dur. Et eux aussi sont venus me voir, ils m'ont contacté en disant, vous voyez ce qui se passe, on devrait interdire absolument tout. Et là, il y a tous les aspects de stratégie agroalimentaire, la stratégie en agriculture du gouvernement du Québec, que moi, je dois tenir compte aussi. En ce moment-là, je donne des avis qui sont peut-être un peu plus nuancés. Et je n'ai pas le défi par la suite de prendre la décision, c'est vraiment le politique qui la prend. Là. Mais certainement qu'on est confronté à ce genre de questions-là assez régulièrement. L'exploration, par exemple, du Nord, aussi, et d'impliquer les communautés autochtones, les Premières Nations qui vivent là-bas, ça aussi, en termes d'exploration minière, c'est jamais simple. Catherine. Oui, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ANR et vous avez parlé des aides et des choix. Ma question est simple. Vous savez que l'ANR, pour l'instant, c'est 10% des projets qui sont proposés qui peuvent aboutir et être subventionnés, d'où un découragement de nos chercheurs et des équipes de chercheurs. Quel est le pourcentage par rapport aux dossiers qui vous sont présentés, que vous sélectionnez, et quel est votre système de processus de sélection? Oui, merci. On connaît assez bien là, les organisations ici en France, l'ANR bien sûr, le CNRS, INSERM. Il y a une année environ, j'ai présidé un comité international qui évaluait le CNRS. Et vous avez des institutions de très grande qualité, très haut niveau. Je pense que présentement, à l'ANR et aussi probablement d'autres organisations que vous avez, le taux de succès est beaucoup trop bas.
Nous, on n'était pas très haut. Là, on va pouvoir augmenter à cause du 20 d'augmentation des budgets. On était entre 15 et 20 de taux de succès. C'est mieux que 10 là, mais quand même. Pour les équipes de chercheurs, ça peut être difficile. Et personnellement, j'ai participé à beaucoup de comités d'évaluation comme chercheur au cours des 30 dernières années. Lorsqu'on descend en bas du 20 on est pas mal dans l'erreur du système, je pense. Là, ça fait que lorsqu'on est à un 10 de taux de succès, c'est très, très, très limite. Donc, ce qu'on essayait de dire dans notre rapport à le CNRS, c'est de dire qu'il faudrait s'assurer d'un taux de succès, entre guillemets, raisonnable. Et pour moi, le raisonnable serait au moins là, un 20 là. Parce que sinon, c'est... Et là, on s'en va vers ça, nous, au Québec. Et les conseils subventionnaires sont présentement entre 13 et 15 Il n'y a pas eu de vraie augmentation de budget au niveau fédéral depuis quelques années, mais là, on espère qu'il va y avoir un réinvestissement. Là. Je vais ajouter un petit commentaire. Je partage complètement ce qui a été dit. En dessous de 20%, c'est trop bas et démoralisant parce qu'on passe trop de temps à faire des appels, à rédiger des réponses à des appels à candidature. Quand on est trop haut, c'est pas bon signe aussi, mais je dirais qu'il y a une large marge entre 20% et 40% où voilà, c'est un système qui a une certaine santé. Mais il y a autre chose avec l'ANR aussi, qui a été pointé du doigt ces dernières années, c'est la grande difficulté à mettre en œuvre une stratégie globale. Et on est dans un contexte où le taux de réponse était en gros uniforme domaine par domaine, ce qui veut dire que quand vous avez un sujet, plus le sujet fait de dossiers, plus il a de chances de recevoir de subventions. C'est pas comme ça qu'on peut mener une politique scientifique. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. C'est un débat absolument passionnant, parce qu'au fond, c'est l'organisation de l'animation politique de la recherche et l'interface entre le monde politique et le monde de la recherche. Vous le faites? Oui, Cédric. Oui. Il y a historiquement les premières institutions qui ont été fondées dans les grands pays, les premières dans les grands pays européens pour faire l'interface entre la science et le politique, c'était les académies des sciences, bien sûr, à partir du XVIIe siècle. Et petit à petit, le lien entre les académies des sciences et les gouvernements, dans beaucoup de cas, c'est délité, dans certains cas, a pu perdurer. J'ai en tête que remettre l'Académie des sciences dans une situation où elle peut donner des conseils réguliers et utiles au gouvernement et en prenant appui sur nous, par exemple, est important. Comment ça se passe, la discussion au Québec, au Canada? Tout à l'heure, tu parlais de la Société royale. Très bonne question aussi. Et je dois dire qu'on est un peu jaloux de la situation en Angleterre, par exemple, où un scientifique en chef, un poste de scientifique, d'aviseur scientifique, de conseiller scientifique depuis 50 ans. Et en plus, la Société royale qui a quand même beaucoup de moyens et qui donne des avis en général de très, très, très grande qualité. Qui interpelle aussi régulièrement. Beaucoup le gouvernement à distance pour les investissements, recherche et innovation sur des sujets souvent assez chauds. Nous, au Canada, la Société royale du Canada était assez dormante, je dois dire, depuis plusieurs années. Je suis membre de la Société royale. Il y avait une belle réception, on recevait le petit insigne et par la suite, c'était la fin. Donc, on essaie maintenant de faire revivre tout ça un peu parce que certains, le genre de poste que j'occupe, très souvent, les avis, on doit les donner rapidement. Mais les sociétés royales ou les académies peuvent s'inscrire un peu plus dans la durée. Et vraiment prendre le temps de fouiller un dossier en détail, à long terme et tout ça. Donc, de travailler ensemble avec des sociétés royales ou des académies et le genre de poste que j'occupe, je pense que ça serait vraiment l'idéal, mais on n'est pas encore là au Canada. Oui, l'observation de Cédric est très judicieuse.
les pouvoirs politiques, en réalité, ont incité à la création des académies pour laïciser la connaissance et faire en sorte que l'intelligence, la culture ou la science, ou même le français, tout simplement, le langage, dans le cas de Louis XIII, oui, c'est ça, de Richelieu, s'organise en dehors de l'université, qui était une université en Europe jusqu'au XIXe siècle, en fait, complètement contrôlée par l'autorité religieuse. Et puis, les phénomènes de structure sont absolument passionnants, et il y a le risque permanent de la sclérose de la structure, et que l'académie devienne, dans le sens commun d'ailleurs, quelque chose d'académique. C'est quelque chose que l'on respecte mais auquel on ne croit pas, parce que c'est institutionnel et c'est formel. Mais je trouve que rénover en effet ce concept d'académie serait certainement un très beau cadeau que l'on pourrait faire aux communautés scientifiques, en leur donnant, je dis pas leur propre parlement, mais en faisant vivre des institutions qui seraient fédératrices, sachant qu'aujourd'hui, la multiplication des sources d'information et peut-être aussi... vous avez parlé des fausses nouvelles, c'est quand même très, très, très intéressant. La multiplication des canaux d'information et d'accès au grand public fait que les structures sont toujours concurrencées. Mais au fond, pour moi qui suis libéral, la concurrence des structures ne me choque pas. Et au contraire, simplement, il faut garder un petit peu de sang-froid et ne pas... n'accepter aucun monopole, mais ne pas accepter non plus la culture du dénigrement des institutions installées. C'est pour ça que, enfin, votre exemple est l'exemple du Québec, et qui a été donc, si je comprends bien, décliné en Ontario oui, tout à fait est intéressant, parce que c'est un risque de prendre quelqu'un. Mais finalement, c'est aussi une solution. On a un interlocuteur, pardonnez-moi, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il est là, et il se professionnalise, et la durée dont il jouit lui permet d'accéder à une certaine autorité. Je vais vous proposer de clore cette première partie. Vous êtes parfaitement le bienvenu pour notre deuxième partie, cher ami Quirion, si votre emploi du temps le permet, puisque je vais céder la parole à Cédric Villani, qui a accepté de nous rendre compte de l'étape intermédiaire de la mission qu'il accomplit pour le compte du gouvernement. Alors, l'intelligence